Donc on est le mercredi 9 septembre. Et donc, des petites choses à dire, parce que fondamentalement, quand on veut parler de choses importantes, on ne peut qu'échouer. Et donc, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est réellement important? Peut-être que l'importance, elle réside dans les petites choses, elle réside dans les micro-événements ou dans les petits événements et les petites variations du quotidien. Voilà, le quotidien, en ce sens que, évidemment, le quotidien se ressemble et ne se ressemble pas. Il y a des choses assez stables, il y a une stabilité tout en fait qui n'est pas une fixité. Voilà, il y a un environnement, il y a un cadre. Après, il y a quelquefois des choses qui se passent un peu de l'inédit ou un peu hors du cadre ou quelque chose comme ça. Le cadre n'est pas totalement rigide, mais il est là. Alors, quelque chose du temps qui passe. Voilà la thématique. Évidemment, elle ne correspond pas, c'est une thématique qui ne correspond pas à ce que je vais dire, mais elle s'est imposée, alors je vais quand même l'utiliser dans quelque chose du temps qui passe. Il faut pas que je l'oublie, il faut que je m'en remplisse. Alors le temps qui passe, ou en tout cas c'est l'impression que ça nous donne, puisque il y a en même temps, on a l'impression un certain retour, une certaine cyclicité, une certaine immobilité, puisque les choses ont tendance à vouloir se ressembler. En tout cas, il y a des sentiments que l'on éprouve, et ce n'est pas le passage des jours, ce n'est pas l'écoulement des mois et des années qui les fait vraiment varier d'intensité ou se réduire, etc. Il y a des sentiments, il y a des impressions, voilà, il y a même des certitudes, tout un ensemble de choses en rapport avec le monde, soit dans le monde de façon globale, etc. Ça ne change pas. Ça peut changer, évidemment, si on est dans des interactions, c'est-à-dire multiples, riches, et presque, j'utilise un terme qui est en train d'être utilisé, et presque exponentiel, sans fin. Exponentiel, bon, c'est pas le terme qui convient, mais un peu qui se renouvelle. Voilà, les interactions se renouvelant, un renouvellement. Voilà l'intérêt des choses. Quand on est dans une situation d'absence de renouvellement, évidemment, on a une idée, on a l'impression que rien ne change, qu'on est toujours peut-être on a pris l'habitude de s'apitoyer sur son sort, et cela date déjà de quelques années. On a commencé à considérer le monde d'une certaine façon. Cela n'a pas varié, c'est toujours les mêmes assertions, les mêmes conclusions, ça ne change pas. Donc après, voilà qu'est-ce qui fait la différence donc entre hier et aujourd'hui. Alors hier, c'était il y a pas longtemps, donc c'est tout près, tout proche, mais c'est déjà plus totalement très vrai, puisque finalement il y a des choses
de la veille que l'on a oublié. Et certaines choses, si on les fixe pas d'une manière ou d'une autre, si on les, j'allais dire, si on les encode pas numériquement, si on n'enregistre pas une certaine, comment dire, exprimer, être en train de parler d'une chose ou de décrire une chose que on est en train de ressentir ou que l'on a ressenti il n'y a pas très longtemps. Donc cela est possible, évidemment, cela est possible dans une certaine, mais il faut que ça soit relativement proche. Donc déjà quelques heures, et quelquefois seulement 1 heure, quelques minutes après le ressenti, ce n'est plus possible de le transcrire dans sa vérité ou dans son intensité. On est toujours dans l'interprétation. Quand on fait appel aux mots, on est en train de donner un sens, on est en train de donner un cadre, de fixer l'émotion ou le ressenti dans une sorte de grille de lecture. Donc, mais on accepte cet état des choses et donc on dit voilà, mais au moins il y a quelque chose, on va entendre quelque chose, donc de l'ordre, par exemple, d'une surréaction, d'une sorte de non-retenue. Voilà, donc et puis on peut entendre que presque le son de je sais pas, il y a la réverbération encore de ce qui vient de se passer. On peut entendre encore les échos. Donc donc la veille, c'est possible de parler de la veille, mais ce sera une recréation largement. Donc voilà, donc être tout près de l'événement, tout près de ce qui vient de survenir ou de ce qui est en train de se passer, de se produire. Donc ce matin, je suis là évidemment parce que j'ai franchi le pas du visage, donc c'est un visage en transition, c'est un visage qui n'est pas fixé pour l'éternité, mais c'est un visage qui a demandé, pour réaliser ce portrait, il a fallu beaucoup de temps. Là, on parle sérieusement du temps. Là, on peut mesurer le temps. Le temps de la pousse, d'un poil, d'un cheveu, voilà, temps par mois, temps par année, donc on peut mesurer, on va se dire, tiens, cela, évidemment, est de l'ordre de plusieurs années, on va dire 2 années, voire plus. Donc c'est déjà une preuve physique d'une certaine épaisseur temporelle. Après, donc, laissons de côté cela. Donc, parlons d'une chose. Je viens d'entendre la chose là que je viens d'entendre. Parler gentiment. Parler en français. Parler gentiment. Cheese. Donc voilà une chose que je viens d'entendre. Donc quelque chose du temps qui passe. Le temps qui passe, ce n'est pas moi. Moi, je vis très peu de choses, donc, mais par rapport à mon environnement, les choses qui passent, quelque chose de l'ordre de l'événementiel, de l'ordre du productiel. Voilà, les choses se produisent. Voilà, qu'on y soit présent ou pas, qu'on soit en capacité d'en prendre connaissance ou pas, les choses se produisent ici, ou plus loin, ou beaucoup plus loin, peu importe. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours de l'interaction
Alors, interaction forte, interaction légère, interaction sans conséquences, interaction avec beaucoup de conséquences, tout dépend. Donc, il y a là, à côté de là où j'habite, il y a un restaurant, restaurant bébé, chargé d'aider les mères en difficulté. Il est fréquenté dernièrement par des femmes, des jeunes femmes jeunes mères venant de ce qu'on appelle les pays subsahariens. Donc, a priori, ouais, c'est un terme un peu trop vague, mais ça permet de pas dire, de pas en fait désigner les gens par un registre chromatique, etc. Donc on sait que voilà, il y a du monde au sud du Sahara, évidemment du monde, des gens très différents, des cultures différentes, des langues différentes, de façon de communiquer un peu différentes. Mais pourquoi je relève ce fait-là, c'est parce que parler en français, cette injonction n'a pas fonctionné. Parler gentiment, en fait, comme je l'ai entendu il y a pas longtemps, c'était quelqu'un qui s'adresse à une fille, à une jeune mère du sud du Sahara, qui lui disait « parlez doucement ». Voilà, parler gentiment, ça voulait dire, je traduis, mais peut-être que je me trompe, parler doucement, parler moins fort. Tu vois, un problème, hein, ce registre vocal là qu'on n'arrive pas à supporter. Pourtant, c'est pas si gênant. C'est pas gênant. On est en plein jour. Il vaut mieux entendre les voix humaines qu'autre chose. Et puis ces voix, elles nous font voyager. C'est le minimum. Hein. Ça fait voyager. Ça fait reprendre conscience qu'il y a d'autres langues, que les gens n'ont pas que le français pour s'exprimer, n'ont pas que l'anglais. Cette femme, qui est donc bénévole, sûrement, qui s'occupe de ce centre, leur a dit, cheese, à la fin, cheese, ça veut dire souriez, mais je sais pas, parce que ce sont peut-être des gens plutôt anglophones, j'en sais rien, pourquoi ce cheese, elle a fini ça, son interpellation par ce cheese. Mais les gens n'étaient peut-être pas en train il n'y a pas de cheese, il n'y a pas à sourire, les gens étaient en train de sourire sûrement, mais ils étaient engagés dans quelque chose, donc elle n'avait pas à intervenir. Le problème, c'est que on veut pousser le contrôle un peu trop loin, comme pour ces propos du président actuel qui dit la France est indivisible, c'est sa façon de voir la France, d'interpréter l'histoire et d'essayer de donner une orientation, etc. La France est indivisible. C'est n'importe quoi, c'est tout sauf une vérité. Un pays n'est pas indivisible, ça veut dire la liberté est quelque part la chose la plus chère, et la liberté peut accepter que l'on se divise. Comme on se divise au niveau des opinions, on peut très bien choisir d'avoir un destin à part. C'est la liberté. Si des gens, de façon, j'allais dire, démocratique, décident, par exemple, en majorité, de s'affranchir c'est-à-dire de la carte de France, de se détacher de la carte de France. En quoi on pourrait être contre eux, puisque c'est fait en toute liberté. Voilà, liberté. Donc, l'indivisibilité s'oppose à l'exercice de la liberté. Donc l'indivisibilité, voilà, c'est une sorte de maître mot, voilà, pour essayer de faire un peu taire toute voix discordante, quelle qu'elle soit. Après,
la République n'est pas indivisible. N'est pas. C'est quoi? C'est un objet sacré. Dieu, pour certaines cultures, Dieu est indivisible. Dieu est un. Et on bascule dans la religion. On bascule dans la religion, dans la foi, dans le dogme de l'unité. Et ce n'est même pas une trinité. Voilà quoi, c'est une unité un peu trinitaire avec son la trinité tout en étant, bien entendu. Le Dieu est aussi, dans certaines cultures, c'est aussi une trinité, mais c'est aussi un seul et même Dieu. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui se gère, qui se comprend facilement. Mais en tout cas, pour ce qui est des purs monothéistes, là on s'en approche beaucoup. On ne peut pas contester. Le dogme le plus puissant, c'est celui de l'indivisibilité. Et finalement, et le péché le plus grave, c'est celui de vouloir faire partager finalement la qualité du divin, faire partager avec d'autres, ou faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres puissances qui partageraient la même fonction. Donc la République est indivisible, elle n'autorise personne à essayer de la contester dans sa vocation ou dans son caractère, j'allais dire, de totalité ou c'est la référence première et la référence ultime. Je continue pas, c'était pas mon idée d'approfondir cet aspect-là. Je commence à me déconcentrer. Donc voilà une injonction, toutes sortes d'injonctions. Moi, je me retrouve au centre de quelque chose, en écho, simplement en écho en tant que spectateur. Je suis là, ou je pourrais dire je passais par là. Moi, je suis là, donc je recueille. Après, je peux essayer de ramener ça à moi, de me l'approprier d'une certaine façon, mais ce n'est pas tellement important ce que je fais. En tout cas, voilà, donc une injonction faite sur un ton assez doux, mais une injonction tout de même. Et ce que je voulais souligner, c'est que ces femmes, ces mères, n'ont pas tenu compte de cette injonction. Cette injonction à laquelle moi j'ai été soumis, qui est de parler évidemment, de pas faire communauté, de pas faire groupe, de pas parler la langue. C'était pas dit de façon expressive ou de façon directe, mais c'était un commandement, c'était une injonction. Ne parlez pas votre langue quand vous êtes avec d'autres qui ne peuvent pas la comprendre. Ne faites pas cet isolationnisme propre à, je sais pas, cet isolationnisme communautaro-linguistique. Voilà. Quand vous parlez votre langue, comme cette injonction qui veut que la religion est de l'ordre du privé. Suivez les préceptes de votre religion, mais chez vous. Parlez votre langue, mais chez vous. Sinon, dans l'espace public, c'est pas laïcité, c'est francité, dans l'espace public. Voilà donc la chose. Alors, passons. Donc, moi, je suis totalement abasourdi et presque fasciné, et en même temps très. J'espère que ces jeunes femmes, elles ne vont pas être trop impactées, trop touchées à la fin par ces injonctions, parce que on peut au début de sa vie en France, on peut
entendre des choses, mais l'effet peut ne pas être très important. Mais c'est l'accumulation, c'est la récurrence des injonctions qui fait qu'à un moment donné, on va basculer dans le doute et on va basculer dans le mal-être. Mais voilà, donc évidemment, si moi j'ai été témoin d'une injonction, j'imagine que il y en a d'autres, toutes sortes d'injonctions. Alors dans le même univers sonore, il y a eu, donc des gens sont en train de faire des travaux dans un lieu qui se retrouve ou qui se trouve en bas d'une maison, j'imagine une maison de riche qui a été partagée actuellement, qui héberge beaucoup de jeunes, en grande partie de passage, jeunes étudiants, jeunes travailleurs comme on dit, mais tout dépend de chacun. Il y en a qui se retrouvent bien lotis à habiter à l'étage noble et d'autres qui se retrouvent à habiter au rez-de-chaussée. Alors j'imagine l'humidité et puis le manque de lumière, etc. Donc et le fait et qu'on puisse pas laisser ses fenêtres ouvertes quand on est au rez-de-chaussée, etc., etc. Je me rappelle, la fille, la dernière locataire, c'était une fille, et il y a un garçon qui passe vers 2 heures du matin et qui lui fait une demande sexuelle, directe. Et moi, quelque part, et sur un ton un peu plaintif, sur un ton, moi aussi, je peux pas rester, et c'est pas normal que je reste sans rien. La fille, elle a dit bonjour, bonne nuit, je sais pas quoi, il a exprimé. Si elle avait, je sais pas, c'est bizarre comme chose. C'est parce qu'elle était au rez-de-chaussée. Et donc, la personne s'est crue en légitimité de lui demander une faveur sexuelle. Je sais pas, voilà donc le fait de se retrouver au rez-de-chaussée. Donc cette personne est restée deux années dans ce tombeau, puisque pour moi il s'agit d'un tombeau, puisque c'est tout petit. Peut-être qu'au début ça servait, je sais pas moi, comme un dépôt. Le rez-de-chaussée, normalement, c'est pas un étage d'habitation, hein, c'est, je sais pas, des magasins ou des lieux de stockage de quelque chose, de quelques denrées. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée sont habités par tout le monde, et je me rappelle, cette concierge que j'ai connue, qui habitait non pas au rez-de-chaussée, mais qui habitait au sous-sol. Voilà, donc elle avait un habitat qu'elle ne payait pas, mais c'était un habitat sous terre. Voilà, c'est donc pas de lumière, rien. Donc voilà, c'est sauf un peu la lucarne qui se retrouve au niveau de la chaussée, mais bon, ça laisse pas entrer beaucoup de lumière. Donc la chose est là, cette injustice un peu qui fait que certains payant le même loyer, mais certains se retrouvent au rez-de-chaussée, d'autres se retrouvent au premier étage, disant qu'ils ont une meilleure vue, qu'ils peuvent laisser leurs fenêtres ouvertes, qu'ils peuvent voilà. Après, au-dessus de l'étage noble, il y a les combles, et les combles, c'est habité par d'autres, qui eux se retrouvent là aussi dans une situation à avoir comme fenêtre des petites lucarnes. Voici comment les choses se font. Finalement, voilà, donc une situation atroce et insupportable et injuste. Elle est injuste profondément. Et la personne qui a habité pendant 2 ans, là je suis sûr qu'elle ne va pas
qu'elle est partie, parce qu'on fait des travaux, on est en train de casser, c'est la première fois qu'on casse des choses. Je sais pas ce qu'on va pouvoir changer ou améliorer dans dans ce lieu de réclusion. Automatiquement, c'est un lieu qui vous opprime, qui vous empêche de vous sentir bien, c'est obligé. C'est un lieu pour développer des tas de pathologies mentales, ça, y a rien à faire. Cette personne avait une chatte, cette chatte entrait en chaleur tous les 3 mois, et donc, moi c'était un peu fort, mais ça permettait de changer de l'ordinaire. Ce même lieu avait accueilli des gens qui avaient un chien ou une chienne qui aboyait en permanence. Là au moins la chatte, ça lui arrivait tous les 3 mois à peu près, pendant 3 ou 4 jours. Et puis moi la chatte, je la voyais, elle était très timide, très peureuse au début, puis elle a commencé à sortir petit à petit. À un moment donné, au fur et à mesure du temps qui passe, elle a commencé à faire des sortes elle a commencé à errer un peu dans le quartier à la recherche d'un mâle. Donc, mais n'oubliez jamais où était son lieu d'habitation. Donc, elle savait retrouver son chemin. Elle était vraiment, elle s'est enhardie avec les mois, mais il lui a fallu beaucoup. Évidemment, il n'y avait pas de chance, aucune chance qu'elle tombe sur un mâle, mais bon, voilà. Donc cette personne a passé les mois de confinement avec moi. Donc quelquefois elle ouvrait pas, quelquefois elle n'ouvrait pas. Je sais pas ce qu'elle faisait. C'était une jeune a priori. Et j'ai eu mal pour cette personne. Qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, donc une personne, j'espère pour elle qu'elle va vivre dans des conditions un peu plus dignes, qu'elle retrouvera pas, qu'elle recommencera pas un nouveau calvaire, d'une certaine façon. Je sais pas si elle le pensait elle dans ces termes, mais pour moi c'était très douloureux, très insupportable. Alors, j'ai pas trouvé comment dire. Voilà donc. Il faut loger les gens. Voilà un problème toujours, le problème du logement, il faut loger les gens. Et c'est la grande loterie, et on peut pas dire, tiens, moi je passe 3 mois dans un lieu qui est pas tellement confortable, et je le passe à quelqu'un d'autre, et moi, il n'y a pas de cette possibilité de finalement de faire comme, de partager un peu l'inconfort. Comme on partage le confort, on partage aussi l'inconfort. Alors selon la chance que vous avez, selon peut-être quelquefois les ressources, la différence peut-être de quelques dizaines d'euros, je sais pas, quelquefois peut-être 100 € de différence entre le rez-de-chaussée et l'étage noble. C'est possible. En tout cas, voilà donc un scandale, et c'est un scandale universel. Le logement est un véritable marqueur des inégalités de toutes sortes, j'allais dire les inégalités de genre. Je pense à ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer au Soudan. Au Soudan, il y a eu des inondations apparemment historiques, inédites. Et je me rappelle de cette personne responsable qui disait « ça aurait pu être pire, heureusement qu'on avait 2 barrages. » Oh, mais c'est déjà extraordinairement dramatique. C'était totalement inutile de dire que on a puisque finalement les deux barrages n'ont pas suffi. Donc reconnaître que les 2 barrages, plutôt dire ça, les 2 barrages n'étaient pas suffisants
On aurait dû avoir plus de barrages. Non, il était satisfait du fait qu'il y ait 2 barrages. Sinon, ça aurait pu être pire, mais c'est déjà extraordinairement dévastateur. Donc, en parlant de logements, voilà donc des logements souvent modestes, évidemment faciles à faire s'écrouler par l'eau. Donc l'eau l'eau c'est l'ennemi finalement des constructions, j'allais dire amis de l'environnement, des constructions des constructions éco-durables. D'une certaine façon, si on construit avec de la glaise, avec des matériaux comment on appelle ça, avec des matériaux recyclables, évidemment, c'est facile. Le béton, qu'on s'est fait avec des matériaux solides et pas très recyclables, ça a des chances. En tout cas, une grande partie des habitations sont inhabitées ou inhabitables, et j'imagine, les gens n'auront jamais les moyens de les reconstruire. Donc, adieu. Et pourtant, la vie n'était pas extraordinairement prospère. Quand on voit l'état de la capitale du Soudan, on se dit, tiens, la capitale, ça a l'air vraiment, ça n'a pas l'air très réjouissant, c'est modeste. Voilà. Donc, je reviens sur le logement, je reviens d'une la même façon, je reviens vers moi-même. Voilà, mon logement. Voilà, donc j'ai pris un peu le risque. Je n'ai pas mis mes bouchons d'oreille, et j'ai été réveillé par la personne se trouvant au-dessus de chez moi. Donc, je résistais, je me suis levé, mais elle n'arrêtait pas de marcher, et puis avec les travaux à côté, les voix des femmes, etc. Donc j'ai mis mes bouchons d'oreille et je parle tout en étant isolé du monde. Vive d'une certaine façon l'isolement phonique ou l'isolement acoustique. Les bruits du monde, ça va un moment. Donc, pour ramener un peu vers cette histoire cette histoire de la violence. La violence, on parle de violence symbolique, on parle de violence, j'allais dire light, légère, mais que cette violence légère finit, évidemment, si vous entendez quelqu'un ouvre sa fenêtre de façon totalement presque insupportable, boum, elle pousse et elle tape contre le mur. Dites, mais c'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? C'est pas civilisé, c'est pas comme on parle, un concept de partage de l'espace public, ce n'est pas une façon de partager l'espace d'habitation. Mais ce n'est pas que ça. Donc la personne va marcher, elle va marcher pendant des heures. Et elle va pas lever le pied, elle va marcher lourdement. Allez, vas-y, c'est parti pour 3 heures. Cette violence-là, qui vous oblige à entrer en vous-même, et finalement à mettre les bouchons d'oreille, à vouloir vous divorcer du monde. Vous n'êtes plus dans le monde, et le monde vous agresse continuellement. Et pas une personne qui finalement n'a pas l'impression d'être une agresseuse. C'est normal. Elle fait les choses normalement. La faute à qui? La faute à pas de chance. La faute à la construction d'avant, à ces problèmes d'isolation dans le bâtiment, dans le bâti ancien ou récent, peu importe, ces problèmes continuent de se poser. Les problèmes c'est ça. On vit ensemble, mais on n'est pas heureux. On ne communique pas. La personne qui vient de partir depuis que j'ai côtoyé pendant 2 ans, aucun signe, jamais aucun signe qu'elle
aucune tentative de contact d'aucune sorte. Voilà. Donc voilà les gens. Et puis vous dites dans ce contexte, dans ces circonstances-là, tant mieux. Pas de contact, pas de problème. Au moins, non, c'est pas ça. Au moins, cette personne ne me cause pas de problème. C'est déjà ça. Et puis, voilà. Donc, vous avez de l'aliment humain en abondance, mais vous pouvez rien en faire. Parce que cet élément humain, soit il vous snob, finalement, il ne tient pas compte de votre existence, soit il vous crée des soucis. Alors, évidemment, là, les gens qui habitent seuls, ils peuvent très bien se plaindre de la solitude, de l'isolement, etc. Ceux qui sont peut-être dans une région où il n'y a pas grand monde, etc. Mais évidemment, ils connaissent pas leur bonheur parce que cette pression psychologique permanente, récurrente, cette absence, j'allais dire, d'apaisement, parce que c'est une chose presque continue. Et ce n'est pas seulement mon problème à moi, c'est le problème de tout le monde. C'est le problème des centres-villes arrachés à la voiture, rendus aux piétons, et ces piétons, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étendent. Le lieu qu'on a, le parking, l'ancien parking, qu'on a transformé en un lieu de promenade ou je sais pas quoi, il devient un lieu de rassemblement des gens, ou alors il est utilisé par les terrasses de café qui eux vont finalement empêcher les habitants d'à côté de dormir ou de pouvoir jouir tranquillement de leur finalement de leur lieu d'habitation. Enfin, ils peuvent pas ouvrir leurs fenêtres. Le malheur à eux s'ils n'ont pas un double vitrage ou un triple ou un quadruple vitrage. Pourquoi pas un quintuple vitrage? Donc, c'est ça le problème. Et pour glisser tout doucement vers le dernier élément de cette prise de parole, ce qui est arrivé à certaines personnes, a priori hier ou avant-hier, a priori donc la chose a été vue par des caméras, et donc l'article parlait d'ultra-violence. Voici donc ce qui fait que la ville elle change, elle est habitée par les jeunes. Comme on pourrait dire, les adultes sont diurnes et les jeunes sont nocturnes ou noctambules, et finalement ces deux populations ne se mélangent pas. Les jeunes font ce qu'ils veulent de la ville, ils n'ont plus de limites, ils n'ont plus, c'est-à-dire les jeunes peuvent se retrouver à se promener partout dans le centre-ville. Avant, c'était très rare, et les sorties qui pouvaient se prolonger, ça se passait à l'intérieur d'un lieu, donc dans une boîte de nuit, mais pas à l'extérieur. Les gens n'étaient pas en train de se promener à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures du matin. C'était un peu le moment. Voilà, les gens qui avaient un mauvais coup à faire, je sais pas, les roulotiers, je sais pas quoi, les malandrins de toutes sortes. Voilà, l'heure du crime, mais pas l'heure de l'aisance. Pardon. Donc, quelqu'un qui rencontre, 2 personnes qui rencontrent, 3 personnes, et je sais pas, simplement, il y en a un qui commence à taper les 3. À lui tout seul, il tape les 3 personnes. Il les tape vraiment. Donc, et puis le deuxième sort sa ceinture et il commence à les frapper avec. C'est une chose. Alors, quand on est vieux, on se dit, bien fait pour eux, et non, ils n'avaient qu'à pas être dehors à une heure, c'est tardive, à 3 heures du matin.
qu'est-ce qu'on fait à 3 heures du matin? Et si je continue dans cet ordre d'idées de vieux, oui, moi, lundi soir ou mardi, enfin la nuit du mardi ou la nuit du mercredi, moi j'ai cours. Moi, jeune, soit je travaille, soit j'ai cours. Qu'est-ce que je fais dehors à 3 heures du matin? Donc si je suis dehors à 3 heures du matin, je vais être couché à 4 heures, et donc je vais pas pouvoir être disponible dans la matinée. Quand on était jeune et étudiant, pour sortir, le sortir c'était, ça commençait normalement le jeudi, mais c'est plus au vendredi, etc. Parce qu'on pouvait. Mais on pouvait aussi avoir cours peut-être le samedi. Donc quelque part, c'est plus le samedi soir que le vendredi. Samedi soir, et on va faire la grasse matinée le dimanche. Sinon, c'est quoi? Ces gens un peu qui n'ont plus aucune gestion normale du temps. Sa temporalité est totalement désordonnée, cette anarchie dans le rapport à la temporalité personnelle, sociale, etc. Il y a une nouvelle temporalité. Donc il y a des gens qui continuent de ne pas habiter la nuit de façon paisible. Si certains, évidemment, confondent le jour et la nuit, disent c'est la nuit et alors, démocratiquement, normalement j'ai le droit. Il n'y a aucune loi, il n'y a pas de couvre-feu la nuit. Donc j'ai le droit de me promener comme je veux et d'y aller normalement. Moi déjà la nuit, on n'a pas le droit de faire comme pendant la journée, on n'a pas le droit de parler fort, de rire fort, de faire des bêtises. Et justement, on fait des bêtises, on parle fort, et ça s'entend très bien. Donc les gens, avec peut-être un petit peu d'alcool aidant, les jeunes deviennent un peu plus bruyants, un peu plus, se manifestent un peu plus, mais il y a des gens qui continuent d'être dans le versant, j'allais dire presque le versant un peu noir de la nuit. Donc ils sont prêts, ils profitent. Là, il y avait une caméra, mais ils profitent un peu de l'obscurité, ils profitent du fait que on les voit pas venir. Il y a des gens qui peuvent se défendre, mais ils ne sont pas capables de mobiliser leur énergie à temps. Donc, les agresseurs, j'allais dire natifs, les agresseurs en conditions les agresseurs permanents, ceux qui sont toujours finalement prêts à en découdre, qui ont quelque chose à reprocher aux autres. Je ne sais pas quel autre, mais ils ont quelque chose contre les autres. Ceux-là, ils se déchaînent la nuit, et ceux-là, ils ont une capacité de réaction plutôt. Ils agissent de façon tellement, ils s'engagent tellement, ils sont tellement agressifs qu'il faudrait, je sais pas, moi, on m'avait dit, oui, quelque part, dans les grandes batailles, finalement, d'une certaine époque, les batailles, donc il fallait donner de l'énergie, il fallait faire naître un peu l'hostilité dans les deux camps. Donc on devait commencer par haïr l'autre, on commençait à se préparer, peut-être à s'insulter, etc., à s'envoyer toutes sortes de mauvais mots. On commençait à s'échauffer. Donc il fallait un temps de préparation, parce que c'est assez difficile de se lancer dans la bataille comme ça, avec peut-être la perspective de recevoir un coup qui va vous laisser en souffrance et dans l'agonie pendant des heures. Donc
Et comment ça se fait qu'il y ait des gens qui sont toujours prêts, qui vous donnent un coup sans rien, sans s'être échauffés. Voilà, ils vous donnent un coup, ils vous mettent à terre d'une façon presque comme s'ils respiraient. Il y a de l'ordre de la... Et c'est là on retrouve de nouveau un terme très actuel, celui de l'ensauvagement. Mais ce n'est pas seulement l'ensauvagement qui voudrait dire que l'on revient, que l'on retourne vers la sauvagerie, mais qu'il y a une sauvagerie, qu'il y a une hostilité, qu'il y a une agressivité chez des gens. Cette agressivité n'a pas disparu. Cette agressivité, elle est tout le temps là et en attente du la moindre occasion pour s'exprimer, pour je sais pas, moi je me rappelle, pour ne pas parler que des gens d'origine étrangère, je vais parler des gens qui sont nés, qui ont une antériorité plus importante dans ce pays. Il y a des gens qui sortaient la nuit, là aussi, pour essayer de tuer leur arabe. Donc voilà aussi. La violence, elle est partagée. L'agressivité et la violence gratuite, elle est partagée par tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est de se focaliser sur des gens en particulier. Ça risque de vous faire oublier que les classes dangereuses, comme on disait, ou la violence, elle peut venir de tout le monde. Tout le monde est en capacité, beaucoup de gens sont en capacité de faire, d'aller vers la violence. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale. Il y a la violence presque sans verbalité. Il y a une violence, il y a une certaine hostilité qu'on lit un peu qu'on lit dans les yeux de l'autre, l'autre qui ne vous tolère pas, une intolérance à l'autre que l'on peut deviner dans le comportement, dans un certain langage non verbal. Donc il y a toutes sortes d'agressivité. C'est vrai que l'agressivité physique fait beaucoup de mal sur le coup, mais elle n'est pas moins, mais l'agressivité psychologique et l'agressivité verbale, elle n'est pas moins aussi, elle n'est pas moins grave, et elle a aussi la possibilité de durer, de se prolonger dans le temps. Vous devenez, en fait, finalement, ce traumatisme, cette scène violente, elle vous habite en permanence. Vous devenez une sorte de... Vous n'êtes plus, vous appartenez plus comme avant. Vous devez, comme si vous avez à vos côtés, comme si vous cohabitez avec quelque chose d'indésirable, quelque chose qui vous cause un inconfort permanent. Vous devez, il y a toutes sortes d'inconforts évidemment, mais la violence verbale ou la violence physique, ou la violence de situation tout court, c'est une chose qui va vous transformer. Évidemment, pas pour le mieux. Après, vous pouvez avoir un discours très appelant à la bienveillance, mais ça va un moment. Vous pouvez très bien parler de la fraternité, vous pouvez. Voilà donc cette histoire, quelque chose, je sais pas quel était le titre déjà, je l'ai oublié. Alors, le réel, qu'est-ce que le réel, fondamentalement? Le réel. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce qu'une communauté humaine? Qu'elle soit... C'est ça le problème de penser qu'une communauté humaine, si elle est homogène, si elle est unie, si finalement
elle ne compte pas d'éléments étrangers, si elle compte pas d'halogènes, elle a des chances de fonctionner mieux. Ce n'est pas vrai. La violence, moi j'ai connu la violence de quartier, de rue à rue. Des gens, il y avait toujours des violents. Donc finalement, il suffit d'aller simplement dans une cour d'école, j'allais dire, homogène, sans personne d'origine allogène. Donc, on va voir que, malgré tout, la violence, elle existe. Elle existe à l'école, il est possible, il y a toujours le phénomène, il y a toujours eu des phénomènes. Le phénomène des bandes qui finalement s'agressent entre elles, mais qui agressent aussi les autres. Toute société humaine, toute concentration humaine génère des éléments qui finalement trouvent plus facile d'avoir recours à des méthodes violentes, la coercition, l'exploitation. Là, on va verser dans ce qu'on appelle l'exploitation économique, là aussi une autre forme de violence. Et donc une question simple peut devenir une question politique. Beaucoup de choses. Alors, je me rappelle là encore une fois en quoi les politiques ne font que passer, évidemment. Après, il y a des modes, etc. Imaginons, par exemple, simplement, on a, avec les meilleures intentions du monde, on a évacué la bagnole. La bagnole, c'est devenu la bête, le monstre, la bête à Gévaudan, la bête de Gévaudan, la bête à Gévaudan, je sais plus. En tout cas, le monstre horrible dont qu'il faut absolument écarter, l'indésirable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la place Arnaud Bernard, qui était un lieu qui recevait des voitures normalement, on a fait une place sans voiture, une place avec des banquettes, avec comment on appelle ça, un mobilier urbain, voilà, ce mobilier urbain a évolué, etc. Et puis je pense qu'il a disparu à l'heure actuelle, plus de bancs. Cette possibilité-là a permis à des gens de stationner. Quand il y avait les voitures, les gens ne pouvaient pas stationner. C'est soit les gens, soit les voitures. Donc ça a évacué les gens. Quand on fait, par exemple, une petite placette et qu'on fait, par exemple, un aménagement, une petite fontaine, à l'époque, ça n'existait pas. La fontaine, avec des places autour, ça amène du monde. Et donc, ça amène des concentrations, des gens qui vont peut-être occasionner toutes sortes de désagréments. Et après, c'est toujours, je sais pas comment dire, il y a cette problématique. La ville, c'est un lieu pour habiter ou c'est un lieu pour commercer. Donc la contradiction entre ces deux activités aussi sociales les unes que les autres. Habiter en tranquillité ou accepter de partager l'espace avec des gens qui ont des activités qui génèrent toutes sortes de nuisances. Je sais pas, des gens voilà, donc quand on planifie une action, quand on choisit un aménagement, on doit penser peut-être que cet aménagement, il se révèle finalement beaucoup moins intéressant, beaucoup moins
comment on pourrait appeler ça, pacifiant ou facilitant que ce qui était pensé. Voilà, l'exemple, évidemment, l'exemple le plus flagrant, c'est l'escalier de la place Saint-Pierre, l'escalier au bord de la Garonne. Là, c'est la cerise sur le gâteau de l'aménagement pensé en tant que, je sais pas, un geste architectural, une sorte de, une sorte de d'arche comment dire, à la mesure de la ville. Voilà, on a fait un geste. Alors, on n'a pas l'arche de la Défense, on n'a pas on n'a pas la pyramide du Louvre, mais on a cet escalier. Voilà ce qui est devenu cet escalier. D'accord, il est assez impressionnant, mais bon, voilà, il a été fait. Il est utilisé par une population pour laquelle il n'a pas été fait. C'est totalement, voilà. Donc, les questions politiques ne sont jamais très loin. Quand on parle d'halogène, on parle aussi de politique. Quand on parle du logement, on parle aussi des logements qui sont finalement proposés à la population. Quelle politique de logement, par exemple, on a une concentration sur le côté énergétique, de l'isolation énergétique. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga du moment. Mais pourquoi pas, on pense jamais à l'isolation phonique et acoustique. Ça, on n'y pense pas. Et pourtant, c'est important. Alors, comme l'écologie est à la mode, voilà, donc on subventionne, etc. Mais on pourrait aussi, dans le même geste, penser à ce problème d'isolation phonique qui empêche, qui finalement est la cause de beaucoup d'affections mentales et beaucoup de problèmes d'ordre sociaux, psychologiques, etc. Donc la politique donc n'est jamais très loin. Quand on accepte, qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on a préparé, je veux dire, les gens qui viennent du sud du Sahara, pourquoi pas, c'est très bien, mais d'ailleurs cette histoire de Resto Bébé, c'est intéressant de voir quelle est la population qui fréquente. À un moment, c'était une population arabe, et puis d'autres moments, je pense que c'était une population d'origine de l'Europe de l'Est, et puis là, c'est le sud, le sud du Sahara. Je sais pas quelle population, mais en tout cas, si les gens viennent, c'est que normalement ils sont dans les besoins. Alors il y a des populations, qu'est-ce qu'on leur offre? Et on les accepte en France, mais on l'offre quoi comme vie? S'il faut qu'il n'ait comme perspective que le soutien social et le soutien des associations, c'est pas une perspective très intéressante. Voilà comment on choisit. On fait venir, on fait pas venir, on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on offre comme perspective, qu'est-ce qu'on offre comme avenir. Voilà donc l'espace partagé, mais c'est aussi le pays partagé, c'est aussi l'avenir partagé, c'est tout cela en même temps. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Donc c'est une forme de chronique du moment. Le temps passe. Là, j'ai épuisé un peu la matière. Après, je sais pas ce que je pourrais dire. Toujours le problème de la mesure. Donc, il faut pas basculer dans des prises de position un peu trop clivante. C'est ça le problème. Peut-être s'avancer un peu,
mais rester quand même en retrait. Parce qu'il y a des conclusions qui peuvent être des conclusions qui n'ont pas lieu d'être. C'est normal. Les déplacements de population, c'est normal. Les gens se déplacent, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour des raisons génétiques, une sorte de mélangisme à l'échelle de la Terre. Il le faut, peut-être. Il faut qu'on se mélange, parce qu'il y va de notre survie. Ce patrimoine génétique, il faut qu'il soit dans une sorte d'exogamie la plus étendue possible. Donc c'est peut-être ça. Donc le prélude à quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc il y a peut-être un effet. On ne le voit pas peut-être à court terme, peut-être qu'il existe, peut-être pas, mais on va dire, mais donc tout le monde se déplace. Partout, les gens se déplacent. Les gens ne restent plus dans leur lieu de naissance, etc. Qu'ils se déplacent quelquefois de quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines, quelques milliers, quelquefois, voilà, donc quelques milliers. Voilà, ils traversent les mers, ils traversent les pays, quelquefois, voilà. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur des pays, et il y a des mouvements à l'intérieur des continents, puis il y a des mouvements à l'extérieur des continents, voilà. Donc c'est le mouvement, on peut pas l'arrêter. On peut essayer de le contrôler, de mieux finalement l'anticiper et le préparer, mais voilà. Donc ce qui est en fait finalement avec l'internet, avec le numérique, cette possibilité qu'ont les gens, soit en parlant, soit en écrivant, c'est très bien que les gens écrivent, mais il y a une facilité, les gens jouent, les procureurs autoproclamés, les gens condamnent, les gens expriment du rejet, tout simplement que du rejet, et expriment de la haine, expriment de la détestation, expriment de la supériorité. Ça peut pas aller. Donc il faut essayer de revenir, d'aller vers une certaine médianité, certaines positions médianes qui prennent un peu de tout. Essayer malgré tout d'être dans l'entre-deux, avoir des propos mesurés. De toutes les façons, si on appelle à la guerre civile en France, par exemple, comme certains sont en train de le faire, si on appelle peut-être un apartheid en France, si on appelle, etc. Les choses, ceux qui sont peut-être finalement pour cette voie-là, ils peuvent en être les victimes. On peut commencer une guerre, on ne sait pas comment elle va finir, on ne sait jamais comment ça se termine. La preuve, simplement, la France est engagée en Afrique. Elle a commencé la guerre, au début tout allait bien, la France pouvait tuer autant qu'elle voulait, il n'y a pas de problème, l'ennemi était facile peut-être à trouver et à détruire, comme on dit. Et puis maintenant, voilà, les choses se sont compliquées. Comment repartir? Alors qu'en fait, on n'a pas réglé le problème. On a peut-être stoppé l'avancée, on a stoppé la progression, mais le phénomène armé, la contestation armée, le soulèvement armé, peu importe le mot, il est en place. La situation peut être empirée. Empirée, on ne sait pas. On peut dire, il y a eu des actions, on a stoppé des gens qui avaient pour projet d'établir des structures politiques bien particulières. Comme ça ne nous convenait pas, on les a arrêtés avant qu'ils n'atteignent leur objectif final. C'est bon, mais voilà, donc la guerre civile en France, peut-être,
Ça peut paraître très tentant, voilà, l'ennemi est identifiable, l'ennemi c'est toujours l'autre. Et ben finalement, une guerre civile, ça peut là aussi se retourner, on peut voir une guerre civile à l'intérieur du même camp. C'est ça le problème. Donc il faut toujours se méfier du discours que l'on peut tenir dans un entre-soi, et ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir de presque d'être là aussi dans l'exercice de la violence au niveau de la pensée, au niveau de la réaction, au niveau de la boration, au niveau du vomissement, on vomit l'autre comme on veut. Eh ben non, il faut savoir se modérer. J'aime pas l'autre, j'aime pas tant que ça. Moi, je m'aime pas, mais j'ai pas le choix. Je m'aime pas jusqu'à un certain point, mais en même temps, finalement, j'aime pas l'autre. Mais je sais pas quel autre. On a cette difficulté. On a une difficulté à supporter l'autre, quel qu'il soit. Mais on doit apprendre à vivre avec l'autre, quel qu'il soit. L'autre très proche, très semblable, et l'autre un peu différent. Parce que les raisons de l'inimitié ou les raisons d'avoir des différences, c'est avec tout le monde, pas seulement avec le lointain. On peut se retrouver en guerre contre le semblable, parce que il tient des propos qui ne nous plaisent pas, parce qu'il voilà, tant qu'il y a l'autre, il y a la possibilité qu'un conflit, il y a la possibilité du désaccord. Le désaccord est permanent. Il faut savoir un peu, faut accepter que l'on ait ce côté un peu comme si on acceptait mais contraint. C'est comme ça. Moi, je me contrains pour accepter l'autre, l'autre fait pareil, et on essaie ensemble quand même, de faire collectivité. Voilà. Alors, on n'a pas le choix, c'est ça la vie, c'est comme ça. Supporter l'autre, se supporter, même quand on se trouve pas extraordinaire, quand on pense que on n'a pas l'esprit très éveillé, on manque d'intelligence, on manque de lucidité, on manque de tas de choses. On s'accepte quand même. On peut pas, je vais pas me désolidariser avec moi-même parce que je trouve que je suis pas estimable. Je vais pas avoir comme ça sur le front quelque chose. Je vais pas comme ça. Non, je suis un être misérable. Non. Il y a des raisons. Que je puisse quelquefois me considérer comme misérable, mais des fois, ça va. Je fais la paix. Je fais la paix avec ce corps, je fais la paix avec l'histoire que j'ai en tête. Je fais la paix avec moi-même. Quelquefois, de toute façon, j'ai pas le choix. Et on choisit pas le corps qu'on va habiter, on choisit pas le destin qu'on va avoir, on choisit pas la langue que l'on va parler, on choisit pas le pays dans lequel on va naître, on choisit pas les gens qu'on va rencontrer, on choisit pas le quartier, ni l'habitation, ni ceci, cela, on choisit même pas les idées que l'on va défendre. Alors, après, il faut jamais oublier que tout cela a une fin. Tout cela se termine. Et si on a de la chance, je sais pas s'il n'y a pas de chance. Quand on est né, obligatoirement, on est promis à la mort, et je sais pas. Parce que tout ce que l'on défend et qu'on défend de façon forte, etc., tout cela, on le laisse derrière soi, les idées compris, les projets compris, les opinions politiques compris, ça ne nous accompagne pas
à la tombe. Après, les gens, je sais pas ce qui va se passer après. Il se peut qu'il y ait un événement qui change de tout, donc il a suffi d'un petit être vivant pour tout changer. Alors imaginons quelque chose d'autre, plusieurs phénomènes en même temps, en concomitance, et qui changerait tout. Alors évidemment, tout ce qui était connu auparavant, ben tout est mis de côté. Euh, voilà, donc j'ai fini. À très bientôt. Voilà, donc.